Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, 2024, année olympique, à n'en pas douter, on va souvent en parler, car les JO et le sport en général sont un miroir des enjeux sociaux. On le fait aujourd'hui autour de la place des femmes avec la journaliste Mélina Gagy. Elle consacre un livre aux fabuleux exploits des premières sportives. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes, actualité anniversaire et programme d'histoire. Nous sommes le 17 janvier, il y a 33 ans. Tout juste, les États-Unis déclenchent Desert Storm, tempête du désert, une opération militaire qui fait basculer les équilibres géopolitiques au Moyen-Orient. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, et cet intrigant article pioché dans les colonnes du super journal Mon Quotidien, le portrait d'un chien guide d'aveugle pas comme les autres. Je vous en dis pas plus. Rendez-vous enfin avec le conseil de famille de Candice Anzel. Janvier, c'est le mois des résolutions, des bonnes en principe. Elle vous en proposera 10 pour une vie de famille plus harmonieuse. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Elles sont 120 et chacune à sa façon a été numéro 1 dans le monde du sport, que ce soit en ouvrant la voie aux femmes dans une discipline, en remportant une épreuve nouvellement créée aux Jeux Olympiques, en battant des records ou encore en réalisant des premières. Elles sont les stars du nouveau livre de la journaliste Mélina Gagy. Son titre, Les fabuleux exploits des premières sportives, livre qui vient de sortir chez De Books Supérieur. Mélina, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. J'ai appris plein de choses en lisant votre livre. Tant mieux. Parce qu'il est extrêmement riche. La première histoire qu'il raconte d'ailleurs, c'est celui évidemment d'un monde qui est dominé par les hommes. Beaucoup d'histoires oubliées, beaucoup de noms dont on n'a quasiment jamais entendu parler. Comment vous-même les avez-vous découverts? Alors moi, un peu par hasard, je me suis fait, entre guillemets, une spécialité sur les femmes oubliées. Je rappelle quand même que dans le livre, il y a quand même beaucoup de femmes connues, très connues. Il y en a aussi, bien sûr. Des incontournables, etc. Mais moi, ce qui m'a fascinée, c'est le nombre de femmes, un casting, comme dit Nelson Montfort dans la préface. Un casting, c'est lui qui m'a dit ça, et c'est vrai, un casting que j'ai trouvé même époustouflant. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de femmes oubliées, en tout cas méconnues, ça sans aucun doute, mais surtout, effectivement, vous avez raison, oubliées. Mais je dois dire quand même, je dois ajouter qu'en fait, ce livre est la continuité, si je puis dire, sportive, d'un premier opus que j'avais fait sur les femmes. Décidément, c'est votre spécialité. Du design, et finalement, j'écris sur les femmes. Mais je trouve ça très intéressant. Et j'avais fait ce livre sur les femmes extraordinaires, les premières, mais dans des disciplines tout à fait diverses. Et cette fois-ci, c'est vous êtes spécialisé, c'est les Jeux Olympiques, et on parle sport cette année. C'est un effacement qui commence très tôt. Les femmes, elles se sont toujours illustrées dans le sport. Ça commence dès l'Antiquité avec une princesse de Sparte. Absolument. Alors, à Sparte, les femmes pouvaient faire du sport, entre guillemets, parce qu'en fait, elles pouvaient entraîner ou leurs cavaliers, qu'on appelait à ce moment-là des auriges, ça veut dire des conducteurs de chars, ou alors elles entraînaient leurs fils. Et c'est le cas d'une femme, de Cynisca, voilà, princesse de Sparte, qui entraîne son aurige, son conducteur de char. Et donc elle va gagner, mais elle n'a pas le droit d'entrer dans le stade. Mais non, mais c'est cela. Et je crois que, si mes souvenirs sont bons, elle n'a pas été condamnée, mais elle aurait pu l'être. Parce que rentrer dans un stade était... c'était interdit pour les femmes. C'était interdit, un affront condamnable très fortement. Si je reste dans les premiers temps quelques instants, aussi il y a des mosaïques qui parfois font office de source, notamment des mosaïques de femmes absolument en bikini, et qui témoignent de différentes sports qu'elles faisaient. On est au IIIe siècle après Jésus-Christ à Rome. Alors ça, c'est absolument époustouflant. Figurez-vous que moi qui ai presque un pied en Sicile, en tout cas un cœur depuis 40 ans en Sicile, j'ai été époustouflée d'avoir presque oublié ces fresques qui sont absolument incroyables, parce qu'en fait, ce sont des fresques où on voit des femmes en bikini. Du moderne. Ce qui est quand même, je veux dire, qui est absolument époustouflant, et en plus en bikini, alors qui représente la balle, le ballon, une sorte de raquette. On voit qu'elle faisait tout en fait. Et elle faisait absolument tout, et tout en bikini, ce qui est quand même absolument remarquable. Et d'ailleurs, on ne sait pas leur nom, sûrement c'était des femmes, des filles de nobles de l'époque.
Mais c'est en Sicile, on peut les voir, hein, on peut absolument les voir. C'est dans le sud de la Sicile et c'est absolument incroyable. Un bouquin qui raconte l'histoire des femmes dans le sport et donc il dit bien que les femmes ont toujours fait et qu'on les a un petit peu oubliées. C'est aussi une histoire du sport tout court parce qu'elles accompagnent toutes les innovations techniques. Vous rangez dans la catégorie des sports la montgolfière par exemple, oui. L'automobile, le parachute, etc. Et on se rend compte là aussi que dès le début, il y a des femmes. Ah oui, mais ça, c'est encore... C'est pour ça que j'ai voulu faire ce second opus, parce que, évidemment, c'était les Jeux olympiques. Bon, donc c'était quand même un peu trouvé, hein, comme sujet. Et puis aussi, vous parliez d'oubli, mais moi, je suis aussi étonnée... Moi, je ne suis pas une militante, mais je suis quand même étonnée de voir que, depuis 10 ans, on fête la journée internationale du sport féminin. Le saviez-vous? Je l'ignorais. Je m'attendais à ce que vous disiez des droits des femmes et le 8 mars, non, etc. Non, le 8 mars, alors on en fait, excusez-moi, très bien. Ouais. On en fait beaucoup de sujets. Vous pouvez y aller, on en fait ici aussi. On tartine joyeusement. Moi aussi, parce que j'étais journaliste. Bien sûr, donc bien évidemment, sûr. je l'ai fait aussi. Mais il y a une journée pour le sport féminin. Ouais. Et depuis 2014, il y a une journée internationale du sport féminin qui, je ne sais pas par quel stratagème ou manigance, ou alors, je ne sais pas, a été complètement méconnue. Et c'est le 24 janvier. Donc là, on y le est livre presque. sort le 17, on y est à une semaine près. Et finalement, mes journalistes, parlez-en. Parce qu'effectivement... je trouve ça, moi qui ne suis pas forcément militante, mais qui adore raconter des histoires et comment les femmes, en fait, les femmes ou ceux et celles qu'on peut considérer comme moins favorisées, on va dire, hein, on va faire comme ça, arrivent à faire des choses incroyable. Du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, ce livre raconte le parcours, les exploits de plus d'une centaine de sportifs. Beaucoup, vous l'avez dit, sont connus, sont devenus des stars pour certaines, mais la plupart sont soit méconnus, soit ont été oubliés. C'est un extrait de la présentation des fabuleux exploits des premières sportives. Et on retrouve Mélina Gagy, puisque nous sommes à une semaine de la Journée internationale du sport féminin, je l'ai bien dit. On est en avance ici. On vous retrouve juste après l'anti-sèche, Mélina. Bonjour Cécile. Bonjour. Dans cette anti-sèche, vous revenez sur l'opération Tempête du désert. C'était un 17 janvier, il y a 33 ans, 1991, une opération en pleine guerre du Golfe, qui déclenche la guerre du Golfe et qui fut décisive. Complètement, cette opération qui va durer un peu plus d'un mois a été menée par une coalition internationale sous commandement américain missionnée par les Nations Unies et elle a permis de mettre fin à l'occupation du Koweït par l'Irak. Les cinéphiles connaissent par Sam Mendes. Hein. Exactement, il y a un film qui s'appelle Jared, La fin de l'innocence, sorti en 2005 avec Jack Gyllenhaal. Ça, c'était le moment 7e art. Rapide rappel des faits, peut-être. Tout commence 5 mois auparavant avec l'invasion du Koweït. Oui, le 2 août 1990, pour être exact, l'Irak envahit et annexe le Koweït, à la suite de quoi? Une coalition de 35 pays, je l'ai dit, dont la France, dirigée par les États-Unis, déclare la guerre à l'Irak de Saddam Hussein. Alors, pourquoi l'Irak décide d'envahir le Koweït? Eh bien, pour résumer, en 1980, Saddam Hussein se lance dans une guerre coûteuse qui va durer 8 ans contre l'Iran, l'ennemi de l'Occident. À la fin de la guerre, l'Irak, qui était pourtant assez riche, est complètement endetté et il se trouve que son principal créancier, c'est le Koweït. Et c'est pour ça qu'il l'envahit, avec l'idée également d'annexer... C'est un truc à faire quand on a des dettes, on envahit sa banque, des trucs de ce genre. Bien sûr. Et donc, il envahit et il se dit aussi d'annexer un petit peu de territoire au passage. Et il se dit, Saddam Hussein, je vais avoir le soutien des Occidentaux. Et c'est là où il se trompe, évidemment. Et donc, la coalition lui déclare la guerre. Et déclenche cette opération Tempête du désert. Elle se termine le 28 février. Elle permet de libérer le Koweït, mais ce n'est pas le seul objectif poursuivi. Non, il y en a toujours un petit peu d'autres. D'abord, éradiquer la menace que reprend Saddam Hussein. Il a menacé d'attaquer l'Israël à l'aide d'armes chimiques. Et si Israël s'en prenait à l'Irak. En faisant ça, l'Irak a alors perdu le soutien des États-Unis. Et la suite de la guerre du Golfe, Saddam Hussein va se retrouver isolé, certes, sur la scène internationale, mais ça ne l'empêchera pas de rester au pouvoir. Et il va rester encore au pouvoir quelques temps. Autre objectif de la coalition? C'était protéger et soutenir les Kurdes. Cela fonctionne puisqu'ils vont même créer un gouvernement régional kurde et vont finir par se soulever contre le régime. Et enfin, troisième, évidemment, avoir la main mise sur le pétrole. Objectif atteint avec le programme en 1995 de pétrole contre nourriture. L'Irak
remet du pétrole contre des besoins de subsistance qu'ils n'avaient plus à cause de la guerre. Fin officielle de cette guerre du Golfe 1991, mais en fait c'est un conflit qui va avoir plein de conséquences qu'on mesure encore aujourd'hui d'ailleurs. Alors oui, d'abord le bilan est lourd. Sur le plan humain, on dénote entre 150 000 et 200 000 Irakiens qui ont perdu la vie. Sur le plan environnemental, il y a des marées noires qui ont été provoquées volontairement par Saddam Hussein. D'ailleurs, lui, il en ressort un peu grandi, il va pouvoir asseoir sa dictature après ça. Et puis d'autres conflits émergent et surgissent. Ah oui, non. Ce n'est pas le début. Profitant de la débâcle de l'armée irakienne, les chiites du sud, puis les Kurdes du nord, se soulèvent pour libérer le territoire. Et là, réponse immédiate de Saddam Hussein qui va déclencher une répression féroce et mater les rebelles. Et c'est ainsi que l'ONU va décider de lui imposer un train de sanctions économiques et également l'obligation de démanteler son arsenal d'armes chimiques et son programme d'armes biologiques. Le président américain, alors Clinton, va déclencher des opérations entre 1996 et 1998 contre l'Irak avec des tirs de missiles pour faire partir Saddam Hussein. C'est le moment où on commence à dire que Saddam Hussein devrait détruire ses armes chimiques et qu'il ne le fait pas, c'est ça? Oui, il y a un soupçon, on se demande est-ce qu'il le fait ou pas. Et puis l'autre chose, c'est que nous sommes au lendemain des attentats du 11 septembre 2001. Les États-Unis pensent que Saddam Hussein soutient le groupe terroriste Al-Qaïda. Alors, pense ou veulent faire croire qu'il le pense. Voilà, en tout cas, c'est donc deux bonnes raisons pour faire quoi? Pour que le 20 mars 2003, les États-Unis de George Bush entrent en guerre. Et en décembre 2003, Saddam Hussein est arrêté, jugé et condamné à mort. Voilà, George W. Bush qui venge son père, dira-t-on souvent. Merci beaucoup Cécile pour ce petit cours d'histoire. C'était de l'actu il y a 30 ans, c'est de l'histoire aujourd'hui et c'est dans les programmes. Mélina Gagy, Grand Oral. Il y a les stars comme Marie-Josée Pérec, Billie Jean King ou encore Megan Rapinoe, mais il y a aussi une flopée de noms moins connus, voire méconnus dans ces 120 portraits que dresse en texte et en images Mélina Gagy dans les fabuleux exploits des premières sportives séchées de bouc supérieur. C'est difficile de tracer le portrait robot de ces femmes. Il y a quand même, au moins au début, beaucoup d'héritières, tout simplement parce que le sport, ça se pratique avant tout chez les riches. Il faut avoir les moyens de faire ça plutôt que de gagner sa vie. C'est-à-dire que j'ai vu effectivement qu'il y avait ce que vous dites, des héritières, des grandes bourgeoises, même des nobles. Alors surtout dans les sports de la voile, du golf évidemment. De l'équitation. Du tennis, de l'équitation. Il y a les deux. Un peu moins. Parce que dans l'équitation, il y a aussi tout ce qu'on peut appeler l'art des écuyères. Que moi j'ai décidé, d'ailleurs à raison, je pense, d'insérer dans des disciplines, dans une discipline sportive. Et puis, il y a aussi le vélo, par exemple, le cyclisme, d'autres sports qui sont à la portée, j'allais dire, du paysan ou de la fille de paysan, etc., dont le père achète un vélo pour faire aller plus vite, faire son travail de journalier. Et du coup, cette fille, dont je ne me souviens pas le nom, je vais la retrouver. Je vais le retrouver, j'ai noté la citation. Vous dites, elle venait de la classe ouvrière, c'est une voie de sortie. C'est invraisemblable. Il y en a pas mal qui sont des femmes, j'allais dire, de milieux plutôt pauvres, on dirait maintenant défavorisées, et qui non seulement trouvent une porte de sortie dans les disciplines sportives, mais c'est leur passion quand même, parce que pour s'entraîner 100 personnes, toute seule, faire le tour du village, quand même, il faut avoir une certaine résistance et une certaine envie d'en découdre, quoi. Et avec l'émergence des compétitions sportives, parce qu'au début, il n'y en a pas beaucoup, mais il va y en avoir de plus en plus au fil des temps, se pose la question de savoir si elles peuvent ou pas participer. Et les hommes, pendant longtemps, s'opposent. C'est un livre qui est parsemé de remarques sexistes ou homophobes absolument terribles. Je cite celle du directeur du Grand Prix de Reims en 1958, parce que vous en souvenez ? Terrible. Oui, je l'ai, sinon. Oui, une femme, la tête du... Une femme est mieux sous le casque d'un coiffeur. Voilà, le seul casque qu'une femme devrait porter. Encore une fois, je voulais quand même préciser. C'est celui du coiffeur. C'est vrai que je ne suis pas une militante, c'est-à-dire je ne vais pas combattre, je ne vais pas manifester, c'est vrai, je ne vais pas manifester souvent, etc. Moi, je n'ai pas vécu toute l'époque du mouvement de libération des femmes, mais tout ça me touche quand même, parce que moi, si je suis arrivée où je suis,
petitement. Peut-être c'est aussi, bon, pas tellement l'affaire des hommes, parce que j'ai pas eu beaucoup d'hommes autour de moi, mais quand même, je veux dire, il y a eu des hommes qui se sont battus aussi pour qu'on leur laisse la place. Et en revanche, il y a des hommes qui sont absolument épouvantables, qui ont tout fait, y compris Coubertin, pour leur barrer la voie. Alors, Coubertin, vous en parlez, mais il y a des femmes aussi. Rose Scott, 1912, sur la natation. La présence des jeunes filles très athlétiques en maillot de bain n'attirera pas seulement les spectateurs pour l'amour du sport, mais ce seront des voyeurs. Donc il y a aussi des femmes, les ligues de vertu, qui disent allez, pas de femmes là-dedans. Mais je dois ajouter que ce livre, ce n'est pas que des compliments envers les femmes, parce que je me suis permis, et je vais sûrement avoir des remontrances, je me suis permis d'envoyer quelques pics à cette grande joueuse de tennis. Margaret Court, vous allez parler là. Parce que franchement, elle a tout gagné. Elle devrait être absolument heureuse, satisfaite, avoir eu des parents qui l'ont aidée. Et elle dit des choses absolument épouvantables sur la place des femmes au tennis. Sur l'homosexualité, sur l'apartheid, elle n'en a pas raté beaucoup, enfin, Margaret Court. Et là, je me suis permis de lui envoyer quelques pics. Je les ai bien notés. Fabuleux exploit des premières sportives. Il y a une question récurrente aussi. C'est un soupçon. Est-ce que c'est vraiment des femmes, la féminité, les tests de féminité, parfois même des médailles rendues, comme à Marielle Guachel. C'était les JO de 68, si mes souvenirs sont bons. Il a fallu, et 30 ans après, on a rendu la médaille. Alors ça, je dois dire que ça a été pour moi une découverte. Parce qu'il y a quand même quelques exemples dans le livre, soit de l'androgyne, je ne sais pas comment on dit, l'androgynité, soit des femmes, hommes, qui ne savaient pas, une femme qui ne savait pas qu'elle était homme, qui s'est fait d'ailleurs opérer après cette tragédie quand même. Donc c'est assez, il y a des histoires assez poignantes de tragédie, que ce soit dans la découverte d'un sexe qu'on ne soupçonnait pas, soit parce qu'il y a des tragédies, des gens qui sont handicapés et qui font des choses absolument... il y a des récits de vie formidables. Vraiment, je pense à Vilma Rudolph, mais il n'y a pas qu'elle. Oui, il y a vraiment... C'est vraiment une... Moi, j'adore croquer, j'adore écrire des histoires. Et j'avoue que plus que le premier livre sur les premières que j'avais écrit à l'occasion du centenaire de la Journée internationale des femmes, celui-là est vraiment... C'est un plaisir de Pour moi, ça a été un plaisir de l'écrire. J'espère que vous aurez autant de plaisir à le lire. C'est un plaisir de lecture. Il y a 10 500 athlètes qui sont attendus aux JO de Paris 2024. Autant d'hommes que de femmes, c'est la première fois. Mais il reste quand même un petit peu de chemin à parcourir. On va continuer à parler de tout ça avec Mélina Gagy, juste après la récré. Cécile Fournier. Rebonjour Cécile, sujet nettement plus pacifique dans la récréation, c'est quand même le principe, une histoire d'un chien d'aveugle, pas tout à fait comme les autres. Vous avez vu, cette fois je fais durer le suspense. C'est gentil. Oui, c'est une histoire que j'ai trouvée dans le quotidien, le journal des 10-13 ans. Alors des Américains, des Suisses et des Chinois, oui, ça commence un peu comme une blague. Donc des scientifiques de ces trois pays sont en train de travailler sur la conception d'un robot chien guide d'aveugle, le RobotDog. D'accord. Ils ont commencé comment? Ils ont d'abord copié les mouvements du chien, tout simplement. Ensuite, ils ont adapté ce qu'ils pouvaient faire en fonction des demandes d'une personne malvoyante. Et ils l'ont doté de capteurs pour éviter les obstacles. Parce qu'un chien, ça évite les obstacles. Mais le robot, lui, évite l'obstacle, mais peut calculer la hauteur de l'obstacle, par exemple, et l'indiquer à son maître. Alors, je ne sais pas si on dit maître pour un robot, mais bon, ça, c'est un autre débat. Et bref, les chercheurs travaillent actuellement sur la possibilité que le chien soit doté d'une intelligence artificielle pour qu'ensuite, il obéisse à la parole. Waouh! Donc, c'est absolument toutes les vertus d'un chien. La parole en plus, la douceur en moins, quand même, le poil, la boule de poil. Oui, mais c'est bien, un chien, ça ne remplace pas un chien, mais il faut savoir qu'on a un petit souci de pénurie de chiens guides d'aveugles. La Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles indique en effet qu'il faut attendre entre 6 mois et 2 ans pour avoir un chien. Pour info, il y a 1,7 million de personnes malvoyantes en France et seules 1500 d'entre elles possèdent un chien. Ah oui, le décalage est quand même spectaculaire. Ceci étant, un robot, ça doit coûter cher. Peut-être pas forcément en croquettes, mais... Mais on va pas comparer au coût d'un chien, peut-être pas, parce que les chiens guides sont remis aux aveugles bénéficiaires gratuitement. Pourtant, de leur naissance à leur retraite, j'ai envie de dire, ils reprendraient un coût de 30 000 € entre les soins, la nourriture, la formation. Le chien, là, guide d'aveugle, le RobotDog, lui, il a un coût fixe de 20 000 € et l'idée, c'est que ce prix va peut-être descendre au fur et à mesure des années. Okay. Donc, peut-être que c'est un bon coût. Ça peut être assez intéressant. C'est seulement pour le handicap visuel ?
Oui, mais il y a d'autres robots qui peuvent servir à d'autres. J'en ai listé d'autres. On a par exemple Nao, c'est un robot expérimenté actuellement à Nantes auprès d'enfants autistes. Il y a aussi Leka, conçu pour capter l'attention et interagir avec des enfants toujours présentant des troubles du comportement. Il permet de travailler des compétences ciblées comme les interactions sociales, c'est important, les capacités cognitives, la motricité fine et globale. Et pour les personnes âgées, ça c'est un autre sujet, c'est très important aussi, il existe Sam capable de contacter les proches en cas de chute, ou encore Kompai, qui est un assistant au quotidien qui peut faire prendre les premières mesures de signes vitaux, rappeler pour la prise de médicaments et aussi garder ce lien avec l'entourage. Voilà. Génial, merci beaucoup pour cette petite tour d'horizon. Il y a une expo en ce moment, enfin une expo permanente d'ailleurs. C'est ça, à la Cité des Sciences, à Paris. Qui s'appelle Robot. Eh bien, tout simplement. Génial, super récré, merci beaucoup. Et on lit évidemment Mon Quotidien, super journal des éditions Playback. Grand oral, Mélina Gagy. Feuilleter les 120 portraits qui composent ce livre, Les fabuleux exploits des premières sportives, c'est feuilleter l'histoire tout court, pas seulement celle des femmes, mais quand même beaucoup celle des femmes. On voit qu'il y a plein de tournants. C'est les progrès de la place des femmes dans le sport, il y a des effets de stop and go en fait. Il y a quand même un premier moment important dans l'histoire contemporaine, c'est le début du XXe siècle, c'est contemporain des suffragettes, et là elles arrivent une première fois. Alors c'est progressif effectivement, mais comme vous disiez au début, c'était d'abord les femmes d'un beau milieu qui ont fait beaucoup de parler d'elles, et puis après effectivement petit à petit il y a eu des ouvertures peut-être aussi, selon moi, je ne suis pas une historienne, mais selon moi, déclenchée aussi par cette porte fermée qui avait été montée, édifiée par certains hommes. Donc, je ne veux pas reparler encore de ce monsieur Coubertin. Mais vous l'avez dans le collimateur. Non, c'est pas que je l'ai dans le collimateur. C'est que moi j'ai été un peu étonnée parce que j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas. Que je donne à lire, que je donne à découvrir aux lectrices et aux lecteurs. Et j'avoue que quand même, il y va un peu fort, hein, quand même. Donc, mais ça fait partie, peut-être sûrement, de l'ère du temps d'avant. Dans ce temps d'avant, c'est tellement patriarcal que les gens qui font les règlements des compétitions sportives, ils ne songent même pas à interdire les femmes, tout simplement parce qu'ils n'imaginent même pas qu'elles puissent arriver. Et il y a un exemple, vous me voyez venir, vous voyez de qui on va parler. On va parler de Magda, Magda Sayers. Oui. Et elle dit, c'est pas interdit, donc c'est autorisé. Et elle va faire une compétition de patinage en l'occurrence. Oui, patinage. Ouais. Alors, on lui interdit parce qu'en fait, elle gagne, quoi, parce qu'elle est, c'est éblouissant. Elle est super bonne. Je ne suis pas une connaisseuse avertie comme l'est Nelson Montfort, qui a préfacé le livre, mais vraiment, elle fait des choses spectaculaires. Donc, il n'y a que des photos, mais même fixes, elles semblent extraordinairement gracieuses, extrêmement élégantes. Je vais vous trouver la photo. Non. Alors, on arrête tout. Les femmes, non, elles n'ont plus le droit parce qu'elles ont des jupes trop longues et ça entrave le mouvement. Le mouvement. En qu'à cela ne tienne, hop, elle remonte la jupe. Je trouve ça... Mais il y en a d'autres. Ouais. Il y en a deux qui essaient. Elle est là, allez, je vous la montre, Magda Sayers, je l'ai retrouvée. Ah voilà. Oui, c'est formidable, oui. Très beau, hein, cette image. Aussi il y en a d'autres, effectivement. Il y a une qui se dit, alors moi je vais absolument faire le marathon de Boston. Mais course interdite. Bon. Eh bien, elle épluche le règlement et paf, qu'est-ce qu'elle découvre? Qu'il n'y a pas, effectivement, comme vous disiez, il n'y a pas d'interdiction parce que les femmes, on n'y pense même pas. Donc, bien sûr. Eh bien, alors, elle se déguise. Il y en a une autre qui ne se déguise pas, mais qui met son nom, son prénom avec l'initiale. Donc, on ne sait pas si c'est une femme ou un homme. Ça finit en pugilat, hein, quand même. Hein. Donc, ça finit... Oui, c'est quand même un spectateur, il faut le rappeler, même si cette image, pour le coup, est assez connue, qui se jette sur elle pour lui casser la figure. Hein. Mais il y a des choses dans ce livre, évidemment, je ne peux pas tout raconter, parce qu'il y a des aventures absolument extraordinaires. Et puis, surtout aussi, moi j'ai beaucoup ça m'a beaucoup touchée, ces femmes qui ont essayé d'aller jusqu'au bout, qui ont même dépassé leur handicap, parce que ça, pour moi, c'est bouleversant, les témoignages que vous donnez. Quand je dis que ça croise l'actualité, donc il y a le combat des suffragettes, il y a l'arrivée des femmes, on voit qu'il y a un premier mouvement au début du siècle, il y a d'ailleurs les femmes, Tour de France féminin, il va s'arrêter, il faut attendre quasiment 50 ans pour que ça redémarre. Il y a aussi l'émergence portée par les femmes, toujours dans ce début du XXe siècle, de l'idée du sport santé, c'est bon pour la santé. On retrouve les femmes, le care, le soin, la médecine, toute cette thématique-là. Oui, c'est vrai. Alors, et c'est aussi, je pense que c'était, je ne sais pas, hein, parce que je ne peux pas leur demander, mais je pense que c'était aussi une façon de pousser la porte encore plus loin
pour que les femmes entrent. De dire que c'est bon pour la santé, parce que le contraire était la règle. On disait qu'au contraire, avec le sport, on n'allait plus avoir d'enfants, on avait l'utérus qui descendait, enfin des choses absolument abominables. Donc on imagine quand même les parents, ça donne pas envie de faire du sport aux enfants. Évidemment, on n'avait pas très envie, etc. Est-ce que vous avez, Mélina, des chouchoutes dans les 120 Alors, oui, j'étais sûre que vous allez me parler. Ah, voilà, je suis désolée, je suis tragiquement prévisible. Non, mais parce qu'effectivement... Alors, une ou deux, là, on n'a plus énormément de temps. Il y a effectivement, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est parce qu'elle est la plus ancienne. Ouais. Personne ne la connaît, hein, Queenie Newell. Elle est la plus ancienne, la page 42. Oui, je l'ai. Alors, elle devient championne à 54 ans. C'est ça qui me plaît, parce que comme il y a beaucoup de jeunes, je me suis dit, ça c'est formidable, c'est la championne olympique la plus âgée de l'histoire. On est très jeune à 54 ans, vous savez, Mélina. Moi, je vous le dis, c'est le plus Mais âge. Bien sûr, enfin... Spécialement à 54, d'ailleurs. On ne va pas demander pourquoi. Non, on ne demande pas. Alors, il y en a tellement. J'aime beaucoup, évidemment, cette Lise Artel, parce que elle... Alors, je sais, j'ai pas une passion pour l'équitation, mais franchement, moi, ça m'a donné... j'ai le cœur qui bat quand je lis. Quand elle raconte son histoire. Comment elle a réussi, cette femme, elle a été handicapée, elle s'est battue, elle est montée, elle devient championne de dressage à la fin. Elle devient championne olympique. Alors ça, franchement, je trouve que c'est... Il y en a d'autres, hein. Mais il y en a plein d'autres. On va arrêter là, Mélina. Il faut que les gens les lisent. Il y a 120 chouchoutes, en fait. C'est ça qu'elle n'ose pas vous dire. 119, mince, j'ai mal compté. Oui. Non, Nul. parce qu'il y a 120, mais on ne pouvait pas écrire 119. Bon. Et puis, surtout, il faut reconnaître qu'il y a des photographies formidables. Qui sont superbes, absolument. Merci, Mélina. Vous restez, si vous voulez bien, avec nous. On va donner quelques conseils en ce début d'année aux familles. Merci, Cécile, qui va céder la place à Candice Anzel, conseil de famille. Candice, bonjour. Bonjour. Conseil de famille, notre rendez-vous sur les questions de parentalité. C'est encore janvier, c'est encore le mois des bonnes résolutions. 10 résolutions pour une vie de famille plus harmonieuse. Vous allez nous les proposer. Oui, enfin, je ne vais pas vous mentir. Moi, j'avais quand même décidé de reprendre le sport le 1er janvier 2018. Donc, les bonnes résolutions, moi, je crois que ça fait un peu d'eux. En revanche, je vais vous suggérer des bonnes pratiques et des moyens efficaces d'améliorer votre climat familial, parce que ça, je sais faire. On y va. Alors déjà, arrêtez de vous en faire pour son avenir, parce que oui, ça prend du temps d'élever un enfant dans tous les sens du terme. Donc, apprenez à vous lâcher la grappe. Vous n'avez pas besoin de lui enseigner tout. Cette année, vous avez le temps, tout va bien. Deuxième conseil. Arrêtez de culpabiliser. Des erreurs, de toute manière, tous les parents en font. Ce sont des opportunités pour vos enfants d'apprentissage exceptionnel sur l'imperfection humaine. Il arrive à chaque parent, de toute manière, de perdre son sang-froid, de se laisser dépasser par ses émotions. Donc, si vous savez demander pardon, assumer vos erreurs, les reconnaître, eh bien, vous permettez à vos enfants de faire la même chose, et c'est un super apprentissage. Donc, il faut savoir trouver le bon côté à toute situation. Par exemple, vous culpabilisez de ne pas jouer assez avec eux, et bien dites-vous que vous développez leur autonomie et leur indépendance. Bon, mais c'est sympa de jouer un petit peu aussi quand même. Troisième conseil. Arrêtez d'anticiper leurs désirs et leurs besoins à leur place. Ah oui. Mais si je te dis qu'il faut que tu mettes tes gants, regarde dehors, il fait froid. Mais... Ouais, mais vous savez quoi? Il faut les laisser expérimenter qu'ils ont froid. Comme ça, le lendemain, c'est eux qui vont aller chercher les gants, le bonnet, l'écharpe, le tour de cou et sans mitoufler. Non, le lendemain, ils sont au fond du lit avec une grippe. Aussi, mais il faut qu'ils expérimentent pour pouvoir se rendre compte, c'est vrai, que ce qu'on leur dit, ça a de la valeur. Donc, cessez de penser à leur place, de deviner leurs besoins avant même qu'ils n'aient à ouvrir leur bouche. Exigez toujours des demandes claires et polies, mais vous faites toujours la sourde oreille quand ils buglent et quand ils demandent quelque chose en pleurnichant. Ça, c'est non. Surtout que lui apprendre à développer sa patience, eh ben pour l'avenir, c'est une grande chance, parce que dans la vraie vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Donc, il faut leur apprendre justement à apprendre la frustration. Ça leur rendra vraiment service. Et de 3, le quatrième. Répétez moins, mais être plus ferme. Est-ce que vous avez remarqué, comme votre enfant fait de la surdité sélective, à chaque fois vous lui demandez d'aller se brosser les dents, d'aller faire ses devoirs, bizarrement, à ce moment-là, il n'y a jamais personne. Non. Donc, plutôt que de répéter ou de menacer, attention, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 2 quarts, 2 demi, 2 3 quarts. On sait que ça ne marche pas. Donc, organisez les choses en amont pour que vos enfants puissent anticiper de façon autonome ce qu'ils doivent faire. Souvenez-vous des rituels. Qu'est-ce que tu dois faire quand tu as fini de manger? Les rituels, on en a parlé la dernière fois, ça vous simplifie la vie. Le cinquième. Vous faire respecter. Arrêtez toute discussion dès que votre enfant devient arrogant,
agressif, tout en lui permettant évidemment de répondre à cette attitude irrespectueuse à un autre moment où il sera respectueux. Ne laissez passer aucune impolitesse importante. Vraiment, soyez intransigeants là-dessus. Vous pouvez trouver, par exemple, un geste commun pour dire stop à l'escalade. Moi, j'utilisais avec mon fils ce geste-là. Chaque fois qu'on sentait que ça montait en épingle, on faisait ça. Ça voulait dire stop. Chacun va dans sa chambre se calmer. Il vaut mieux pas le faire souvent et après tout va bien. Exactement. Le 6e. Se montrer soit aussi plus respectueux envers ses enfants. Par exemple, surveiller le ton et le vocabulaire avec lequel on s'adresse à eux. C'est vrai que on fait parfois des demandes sans formuler des ordres ou des reproches. Et c'est mieux de dire peux-tu ranger ton manteau s'il te plaît, plutôt que de dire ton manteau traîne encore par terre dans l'entrée, allez dépêche-toi d'aller le ramasser. Les 4 derniers en 40 secondes. Au total. Challenge, être moins souvent sur le dos et les laisser faire leur choix, donc être moins directif, choisir ses batailles, éviter d'intervenir constamment sur eux en faisant justement des consignes inutiles, tiens-toi comme ci, fais attention à ça. Bref, le silence, c'est parfois la meilleure des interventions, comme les laisser faire leurs propres expériences. Et de vite prendre du plaisir tous ensemble. Évidemment, c'est la clé. Lâchez-vous, cuisinez, faites des blagues, dansez, chantez, bref, vos enfants prendront bien davantage vos demandes au sérieux s'ils ont l'habitude de vous voir de bonne humeur, détendus et que vous prenez du temps de qualité avec eux. 9. Faire équipe avec son conjoint. Quoi qu'il advienne, devant les enfants, on est toujours d'accord, c'est la règle. Et on s'engueule après. Exactement, le consensus, on le met à part et on ensuite réglera on forme ça. une équipe. Et de 10. Prenez enfin du temps pour vous, c'est vraiment important parce qu'un parent heureux, c'est un bien meilleur parent. Donc faites des activités pour vous et surtout décrochez parfois de votre rôle de parent pour vous faire passer avant. C'est un excellent apprentissage que vous leur offrez aussi. Super Candice, merci beaucoup. Petit cadeau là pour la promesse de 2018. Génial. Les fabuleux exploits des premières sportives, il y en a 119, vous serez peut-être la 100e puisque c'est une bonne résolution possible. 2025. Mélinda Gagy, merci beaucoup. Le bouquin c'est chez Debook Supérieur. Merci beaucoup aussi à toute l'équipe de l'émotion, oh là là, joli lapsus, de l'émission Le Rodemont au maquillage, Marine Plantec pour la préparation, assistée en régie par Nolan Loussao, Maxence Mougin pour le son, Théo Boscar pour la réalisation. Vous restez sur School TV, on se retrouve nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.